fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de nous exprimer aujourd'hui, une fois de plus, pour le compte de l'organisation pour laquelle nous œuvrons en ce moment, au nom duquel nous intervenons dans le cadre précis de cette intervention, c'est-à-dire ce que nous appelons le mouvement du 4 janvier 1959. Le mouvement du 4 janvier 1959 est une plateforme d'action multiforme qui s'inscrit dans la dynamique de la réhabilitation, et s'il le faut le dire encore ainsi, de la récupération des actions menées en son temps par les pères de l'indépendance de notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Malheureusement, très peu sont ceux qui ont souvenance encore aujourd'hui de l'histoire de notre pays. Quand nous en entendons d'aucuns dire que les Congolais aujourd'hui seront incapables de pouvoir lever le défi de la domination néo-esclavagiste imposée au peuple congolais par les extrémistes génocidaires Tutsi rwandais et Nyankore ougandaises. Disons, ces génocidaires venus du Rwanda, venus de l'Ouganda. Quand d'aucuns disent que les Congolais seront incapables de lever ces défis, au moment où aujourd'hui nous assistons à une prise en otage de notre peuple, tant au niveau de la capitale, siège des institutions nationales dirigeantes, Kinshasa, où siège aujourd'hui un gouvernement du type du gouvernement de Vichy. Il vous souviendra dans l'histoire qu'à l'époque où Adolf Hitler et les nazis ont agressé et occupé et confisqué l'appareil de l'État français, notamment, parce qu'ils l'ont fait à travers l'Europe, mais enfin parlons ici de la France, ils ont installé en France un gouvernement qu'on a appelé le gouvernement de Vichy. Et l'histoire universelle nous raconte que ce gouvernement de Vichy, installé, ce gouvernement nazi et hitlérien, le gouvernement de Vichy installé en France, était dirigé par le maréchal Pétain, qui, à l'occasion, était français. Dans le cas de ce qui se passe au Congo, nous sommes dirigés par un gouvernement de Vichy, un genre de gouvernement de Vichy, qui, malheureusement, c'est là justement un des excès de ce qui se passe chez nous, qui est dirigé par un extrémiste génocidaire, terroriste, Tutsi rwandais, en l'occurrence Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, que le rapport d'enquête des Nations Unies conduit par Roberto Garretton, j'ai dit Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, que ce rapport des Nations Unies
appelé à l'époque sous le nom du commandant Hippo. Si vous consultez ce rapport, vous allez voir qu'on parle d'un certain commandant Hippo, un commandant rwandais. Donc un rapport des Nations Unies fait référence à ce terroriste criminel et sanguinaire qui aujourd'hui se trouve être le chef de l'appareil de l'État dirigeant en République démocratique du Congo. Donc c'est dire que nous assistons dans notre pays à ce que même Hitler, Adolf Hitler et les nazis n'ont pas fait en France, n'ont pas fait en Europe à l'époque. Et c'est dans ce contexte que j'aimerais placer un fait tout à fait exceptionnel, tout à fait inédit, dont nous ne parlons malheureusement pas assez, nous Congolais. Il s'agit du témoignage extrêmement important fait par ces 52 rabbins juifs au départ de Londres, lesquels rabbins juifs étaient soutenus par le Congrès mondial juif, par le Congrès des juifs des États-Unis, des juifs du Canada, des juifs de l'Europe, le Congrès mondial des étudiants juifs et plus d'un millier d'organisations juives ont soutenu ce témoignage fait par les 52 rabbins juifs, et j'en parle justement au moment où je parle de la problématique du gouvernement de Vichy en place à Kinshasa. Ces rabbins disent que le peuple congolais vit aujourd'hui ce que le peuple juif a vécu sous Hitler en 40-45, sous les nazis, c'est-à-dire qu'ils disent expressis verbis, mot pour mot, que le peuple congolais est en train de subir, d'endurer un holocauste. Un holocauste, c'est dans l'histoire un de ceux que l'on peut appeler le crime suprême. Et vous verrez dans l'histoire que le peuple juif n'a jamais, alors je dis bien jamais, voulu reconnaître qu'un autre peuple que le peuple juif ait eu à subir un holocauste, considérant que l'holocauste, c'est la souffrance suprême subie par le peuple juif. Mais dans le cas du Congo, pour la première fois, même le Congrès mondial juif, soutient la pétition rédigée et consacrée par ces 52 rabbins juifs positionnés à Londres. C'est dire que nous, Congolais, avons aujourd'hui le bon droit. Nous, Congolais, pouvons aujourd'hui légitimement proclamer la légitimité internationale, si tant est que l'engagement de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des forces alliées, le Canada et les autres, leur engagement visait, entre autres choses, à mettre fin justement à l'holocauste du peuple juif. Donc nous disons que nous, Congolais, c'est de bon droit que nous pouvons nous placer en position d'engager toutes les actions possibles et imaginables susceptibles de nous amener à mettre fin à cet holocauste. Vous voyez qu'en intervenant, j'ai préféré minimiser l'élément de l'actualité reposant sur ce que l'on dit être une agression de ce que l'on appelle le mouvement du 23 mars, le M23. Je minimise ce fait parce que le mouvement, le fameux M23, fait partie intégrante de ces 16 années d'agression, d'occupation et de confiscation de l'appareil de l'État congolais par les auteurs de cet holocauste, de ce génocide du peuple congolais, un génocide qui aujourd'hui coûte la vie à plus de 10 millions d'hommes, femmes et enfants congolais. Donc j'ai dit, je voudrais partir de là pour pouvoir développer le sujet que nous avons
convenu de retenir dans le cadre de notre partage d'aujourd'hui, c'est-à-dire essayer un peu de partager avec les uns et les autres, partager un peu des réflexions sur ce qui est impératif à faire par nous, fils et filles de la République démocratique du Congo, vivant tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du territoire national congolais. Donc je dis, nous nous rendons compte aujourd'hui que d'aucuns d'entre ceux qui ont subi ce crime suprême qu'est l'Holocauste comme peuple non subi, reconnaissent que là, au Congo, ce peuple congolais, 75 millions, 75 millions, dira-t-on, des populations civiles, militaires et religieuses, subissent ce crime suprême, l'Holocauste, au travers d'un pogrom, d'une extermination massive des populations qui nous amène à déplorer en 16 années plus de 10 millions d'hommes, femmes et enfants congolais exterminés d'une manière ou d'une autre. Et nous disons, aujourd'hui, nous entendons la presse, les médias et même l'attention de nous Congolais se trouve focalisée par les gesticulations de ce qu'on appelle M23. Et malheureusement, fort malheureusement, ces gesticulations du M23 semblent focaliser et même focalisent l'attention principale de la plus grande majorité d'entre nous. Ce que fait le M23 aujourd'hui ne diffère pas de ce qu'a fait l'AFDL hier. Effectivement, la multinationale ethno-tribalo, criminels terroristes et génocidaires que l'on a appelé AFDL, que quelques personnalités d'origine congolaise, bien sûr en se fondant encore sur des arguments d'ordre ethniciste et tribaliste, et régionaliste, j'ai dit, cette AFDL qui s'est muée après son éclatement en différentes ailes dissidentes et belligérantes, eh bien, cette AFDL est justement le père géniteur de ce que nous appelons aujourd'hui le M23. C'est encore ces Rwandais, extrémistes génocidaires, ces Nyankoué, extrémistes génocidaires, qui ont recréé le M23, auquel ils ont adjoint certains Congolais, et auquel ils tentent d'adjoindre d'autres Congolais. D'où vous vous rendez compte que les termes de référence qui ont prévalu pour la création du M23 sont en train de changer d'une manière que vous ne pourrez pas imaginer. Le M23, en fait, venait actualiser certaines des revendications qui étaient celles de la FDL, qui n'ont pas pu être mis en application du fait d'un certain nombre d'éléments de résistance, mais à partir du moment où ces résistances étaient principalement le fait de Laurent-Désiré Kabila et ses alliés, notamment zimbabwéens, j'ai dit, le fait que tout cela a été bloqué par Laurent-Désiré Kabila et qui, de ce fait, a été victime d'un arrangement entre les groupes d'intérêt rwando-ougandais et le groupe d'intérêt piloté par le Zimbabwe, ils se sont mis d'accord pour mettre fin à la vie et au règne de Laurent-Désiré Kabila et installer en ces lieux et places justement le commandant Hippo, celui que le rapport d'enquête des Nations Unies effectué en 1997 appelait commandant Hippo et que nous appelons alias Joseph Kabila parce qu'on a dû le débaptiser sous le nom de Joseph Kabila pour pouvoir
l'installer à la tête de l'appareil de l'État congolais par rapport à un long processus qui commence déjà à Goma, qui commence à l'est du pays, j'ai dit ici, en 1996. Et là, je peux témoigner parce que je suis un de ceux qui ont été parmi les initiateurs, côté congolais, je voulais dire, les initiateurs du processus qui a été récupéré et qui a subi une mutation pour devenir AFDL. Et là, je peux vous dire qu'il s'agit en fait de la confiscation de la direction de la lutte de la résistance armée congolaise qui, en son temps, avait, au niveau strictement militaire, avait comme chef militaire celui que nous avons appelé le général André Kissa Ngannou. Donc, la multinationale AFDL, avec le groupe rwandais, ougandais et Laurent Désiré Kabila, se sont mis d'accord pour mettre fin à la vie du général André Kissa Ngannou. Et à cette époque-là, je me trouve à Goma, en résidence surveillée, en instance d'être expulsé de Goma, parce que je serai alors expulsé dans la nuit du 6 au 7 janvier 1997. C'est dire que ce dont je parle, c'est des choses que j'ai vécues sur place. Invité, arrivé à Goma sur invitation du général André Kissa Ngannou, je n'ai pas pu le rencontrer. Il est envoyé en mission à Rumangabo pour pouvoir calmer ce qu'on appelait à l'époque les Maï Maï. Et les Maï Maï, à l'époque, démarraient déjà une insurrection en disant que la lutte déclenchée, en fait, sous la direction politico-militaire du général André Kissa Ngannou, ne pouvait pas être récupérée par des étrangers, en l'occurrence des Rwandais et des Ougandais, qui à ce moment-là commençaient déjà à se positionner comme les maîtres en fait de l'action qui était déclenchée. Et le général André Kissa Ngannou n'en voulait pas. Et comme c'était lui, le seul Congolais à l'époque à avoir des troupes localisées là-bas, à ce moment-là, à cette époque-là, Laurent Désiré Kabila revenait de la Tanzanie, où il avait mis en veilleuse sa lutte politique et il s'occupait de la gestion de son petit bar, son petit hôtel-bar. Il avait complètement arrêté la lutte. Et les autres sentant que les options patriotiques, nationalistes et lumumbistes du général André Kissa Ngannou allaient battre, tenir en échec leurs options dominateurs et exploiteurs, donc les autres, c'est-à-dire ces extrémistes génocidaires tutsi-rwandais et Nyampo et ougandais, connaissant un certain nombre de faiblesses de Laurent Désiré Kabila, l'ont ramené de Dar es Salaam pour le placer à la tête donc, de cette action de récupération, par rapport au général André Kissa Ngannou, qui était en fait le véritable artisan, architecte, initiateur de ce qui aurait pu être un mouvement de libération armée congolaise pour mettre fin à la dictature moboutiste qui, elle, à ce moment-là, venait de tenir en échec la mise en exécution de l'esprit général des résolutions prises par le peuple congolais réuni en conférence nationale souveraine. Donc j'ai dit, c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte général, que nous devrions placer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai dit, nous avons à Kinshasa un pouvoir de Vichy, avec un chef de l'État qui est d'essence extrémiste, génocidaire, tutsi, rwandais, qui est pris en charge par l'armée rwandaise au niveau de Kinshasa, au niveau duquel le pouvoir de Kinshasa se pose encore de problèmes. Il y a des problèmes très graves au niveau de Kinshasa et c'est ça qui justifie tout ce qui se passe.
Parce que pour bien comprendre cela, nous devons remonter à l'époque de la création de l'AFDL à l'Émera. À l'Émera, nous avons l'Ouganda, le Rwanda, et nous avons le groupe congolais représenté par Laurent Désiré Kabila et les membres de sa coterie ethno-tribale qui, à ce moment-là, sont récupérés par l'AFDL. Certes, nous avons le général André Kisase, qui a plus d'1 millier d'hommes en armes, issus de tous les horizons, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais André Kisase est l'homme à abattre et on a vite fait de l'abattre, laissant alors à la tête de l'AFDL les deux têtes rwando-ougandaises, Tutsi et Nyankore, qui alors sont les vrais maîtres du jeu, et on se sert de Laurent Désiré Kabila comme un pantin à l'origine. Et au moment où il se trouve positionné au Katanga, entouré par le groupe qui est autour de lui, Laurent Désiré Kabila a de plus en plus de velléités autonomistes par rapport aux autres. Mais le point important, c'est quoi? C'est que pendant que cette lutte évolue, le Rwanda et l'Ouganda sont incapables d'avoir le contrôle, la prise de terrain. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la logistique pour pouvoir appuyer les troupes qui sont sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que l'Angola et le Zimbabwe vont entrer en scène. L'Angola entre en scène par le canal du président Robert Mugabe avec sa famille, étant entendu que nous avons à ce moment-là au Zimbabwe un pouvoir népotiste, un pouvoir qui est essentiellement cristallisé autour de la famille du président zimbabwéen Robert Mugabe, dont le neveu est le chef d'état-major général des forces armées zimbabwéennes. En plus de ce que c'est un homme d'affaires florissant, chef de l'armée, mais homme d'affaires, eh bien, le neveu de Robert Mugabe, qui est à la tête de l'armée zimbabwéenne, est celui qui obtient le marché des approvisionnements en nourriture, en logistique, tout ce qui a comme tendance. Il a un avion, c'est lui qui fournit les munitions, parce que les armes, ils en ont, mais ils ont besoin de munitions. Et la ZDF, qui est une entreprise zimbabwéenne qui fabrique les munitions, apporte justement des munitions qui vont servir aux troupes de l'AFDL pour soutenir leur marche jusqu'à Kinshasa. Malheureusement, le Zimbabwe n'a pas été au nombre des membres fondateurs de l'AFDL. C'est ce qui fait que le Zimbabwe est en position de faiblesse par rapport au Rwanda et à l'Ouganda. Et cela se fera surtout sentir au lendemain de la chute du pouvoir dictatorial de M. Mobutu et de l'installation du parti-État de la multinationale AFDL, à la tête duquel parti-État se trouve parachuté Laurent Désiré Kabila. Et très vite, les contradictions entre Laurent Désiré Kabila d'une part et le Rwandais, les contradictions entre Laurent Désiré Kabila et les Ougandais, et aussi les contradictions entre les Ougandais et les Rwandais éclatent, et c'est la tension. Et au même moment, Robert Mugabe et sa famille, le pouvoir de l'État népotiste zimbabwéen, voudraient eux aussi être payés pour tout ce qu'ils ont fait comme marché en faveur de la multinationale AFDL. Mais comme eux ne sont pas positionnés au niveau de la parine de l'État congolais installé à Kinshasa, ils ont beaucoup de problèmes à se faire payer à la source, alors que les Rwandais, les Ougandais, qui sont positionnés en force au niveau de la parine de l'État, procèdent à des transferts de fonds, procèdent à des opérations financières du Congo vers le Rwanda, du Congo vers l'Ouganda, pour se faire payer des apports qu'ils ont eus dans l'action qui a abouti au renversement de la
de la dictature mobutiste. Et c'est alors que le problème se pose au niveau du Zimbabwe, qui, tirant profit des animosités qui sont nées entre Laurent Désiré Kabila et sa coterie ethno-tribale qui l'encadre au niveau de son pouvoir cotériste et ethniciste, entre lui et les autres, Zimbabwe va convaincre Laurent Désiré Kabila de faire éclater, de pouvoir chasser les autres, lui faisant comprendre qu'il est le chef de l'État. S'il chasse les autres et qu'il invite officiellement le Zimbabwe à venir en renfort, le Zimbabwe sera là. Et c'est comme ça que Laurent Désiré Kabila décidera d'exclure, le Rwanda et l'Ouganda, de les chasser, et qu'ils partiront, et que les troupes zimbabwéennes viendront au Congo. Mais les troupes zimbabwéennes viennent au Congo en même temps que se fait la récupération de ce qu'on a appelé le FDLR, des troupes de FDLR, des troupes de ex-FAR, des forces armées rwandaises, auxquelles s'adjoignent même des Iteramwe. Donc tous ces gens qui ont gravité autour du pouvoir à Biarimana, tous ces hommes en armes qui avaient fui à travers la République démocratique du Congo, qui avaient fui au Congo-Brazzaville, qui avaient fui en Centrafrique et ailleurs, eh bien tous reviennent vers Kinshasa et à l'unisson avec les troupes zimbabwéennes et certains d'entre ceux qui provenaient de l'ancienne armée mobutiste constituent alors une force armée qui va combattre l'aile dissidente et belligérante ougandaise issue de la scission, de l'éclatement de la multinationale ethno-tribalo-terroriste AFDL, parce que là nous avons d'une part les Nyankore ougandais, qui sont dirigés par le frère du président Museveni, le général Salim Saleh, qui au niveau du terrain au Congo opère par l'intermédiaire du général Kazini, lequel général Kazini est le chef des opérations militaires, était le chef des opérations militaires du MLC. Donc, au MLC, notre frère Jean-Pierre Bemba est certes la figure politique qui apparaît, qui fait des déclarations, comme Laurent Désiré Kabila l'était pour la multinationale AFDL. Mais au niveau de la multinationale MLC, nous avons la branche politique dirigée par Jean-Pierre Bemba, et nous avons la branche militaire dirigée par le général Kazini, qui fait partie justement de la coterie ethno-tribaliste de Nyankore, du président Museveni. Et nous avons le RCD avec ses différentes ramifications, avec ses différentes branches, qui, elle, en fait, est issue du Rwanda, qui est prise en charge principalement au niveau militaire par les milices extrémistes ethno-tribalo-terroristes et génocidaires tutsi rwandais. Donc c'est un peu cela qui se passe jusque quand on arrive aux accords de Lusaka et que l'on se retrouve plus tard à Sun City où le Gentleman Agreement, l'arrangement qui se fait entre le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe, arrive à confirmer ce sur quoi ils s'étaient déjà mis d'accord avant, c'est-à-dire au moment où ils ont décidé de mettre fin à la vie, au règne de Laurent Désiré Kabila et d'installer justement le fils de l'épouse de l'une de concubines, pas épouse, de l'une des concubines de Laurent Désiré Kabila de l'époque de son exil en Tanzanie, donc la mère biologique de l'extrémiste génocidaire Hippolyte Kalambé alias Joseph Kabila. Donc, on décide de l'installer au pouvoir à Kinshasa et cela va être maintenant confirmé. Il faudra s'organiser au travers des manipulations pour légitimer, accorder une légitimité politique congolaise à ce pouvoir de Vichy
installés à Kinshasa, et cela sera le rôle que vont essayer de prendre en charge le pouvoir post-apartheid sud-africain, le pouvoir noir post-apartheid sud-africain, qui, en fait, on se rend encore compte aujourd'hui, auront été pires que le pouvoir de l'apartheid noir, parce que l'apport du pouvoir noir post-apartheid de l'Afrique du Sud, en termes de droits de l'homme sur le continent africain, en termes d'évolution de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, eh bien j'ai dit, ce bilan est tout à fait négatif. Nos frères noirs au pouvoir en Afrique du Sud sont au nombre, sont plutôt ceux qui auront parrainé le plus grand massacre, les plus grands crimes contre l'humanité, le plus grand génocide jamais perpétré sur le continent africain après les années 60, après les années de la, de la déclaration des indépendances, ou même après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous vous rendez compte que le pouvoir d'État sud-africain est celui qui joue un rôle principal dans ce qui se fait aujourd'hui au Congo, et pas seulement aujourd'hui, depuis déjà l'agression, l'occupation du territoire national congolais par ces extrémistes génocidaires tutsi rwandais et nyankore ougandaises, par ces gens qui, aujourd'hui, sont installés chez nous. Et vous allez voir, certains parmi les plus grandes figures politiques de l'ANC sont ceux qui sont maintenant versés dans la mafia affairiste au Congo, où ils opèrent côte à côte avec ce qu'on appelle des unités Hezbollah, des unités de tous ces réseaux, terroristes, qu'on appelle terroristes, qui sont investis au Congo dans le trafic de l'uranium congolais, qui sert aujourd'hui à la fabrication de l'arme atomique de ci et de là. Et nous disons, nous trouvons aujourd'hui une alliance où nous avons le pouvoir noir sud-africain, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, qui se trouvent justement en train d'encourager le flux financier extrêmement important, évalué en dizaines de milliards de dollars, qui vient être mis en œuvre dans le cadre du blanchiment de ces narcodollars, d'un blanchiment à grande échelle, au niveau de richesses naturelles congolaises, de toutes ces richesses minières dont on parle, du bois, de tout ce que nous pouvons avoir comme richesse au Congo. Il y a ce blanchiment qui est en train de se faire de ces narcodollars. Et tout cela se fait avec la caution des États-Unis d'Amérique. Alors que partout au monde, nous voyons que les États-Unis sont lancés dans la chasse contre ces organisations terroristes, mais dans le cas du Congo, c'est vraiment l'exception. Nous nous rendons compte que l'économie, la petite et moyenne entreprise congolaise, contrôlée à près de 70 ou 80% par justement ces réseaux criminels terroristes, eh bien, se retrouve côte à côte, se trouve protégée par le Rwanda, par l'Ouganda, avec la bénédiction sud-africaine, et tout cela avec la MONUC, la MONUSCO aujourd'hui, qui met les troupes pour maintenir un ordre, pour faire régner un ordre de sécurité, dont les plus grands profiteurs, ceux qui en tirent le plus grand avantage, sont justement ces réseaux terroristes internationaux que les Américains décrient à tue-tête de ci et de là. Et c'est ça aussi l'extraordinaire paradoxe congolais, c'est-à-dire un terrain où les terroristes, ceux qui ont opéré aux États-Unis le 11 septembre et qui font l'objet, qui sont pourchassés partout. Nous avons vu comment on a abattu Osama Ben Laden au Pakistan. Nous voyons comment la guerre a été déclenchée en Irak, une guerre
dont le coût se lève à plus de 4 trillions, pas billions, mais trillions de dollars, 4 trillions de dollars, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars. Donc, tout ce qu'on a engagé comme argent aux États-Unis, un pays des États-Unis dont la dette extérieure, la dette s'évalue à peu près à 16 trillions de dollars, donc 16 000 milliards de dollars. Dans ces 16 000 milliards de dollars, vous avez 4 000 milliards qui vient justement de la guerre déclenchée contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001. Et malgré cela, au Congo, nous voyons que les Américains, celui qui dirige la MONUC, c'est un ambassadeur américain. Nous avons une très grande ambassade, et même chose, c'est peut-être la plus grande ambassade étrangère à Kinshasa, c'est l'ambassade américaine. Mais ils sont là, en train de cohabiter, en train de coexister, en train de coopérer avec le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela, et le Zimbabwe, contre le peuple congolais. Donc j'ai dit, à ce stade, le drame c'est quoi? Le drame c'est que nous Congolais, dans notre discours, dans notre analyse de la situation, nous ne tenons pas compte de ces éléments que nous devrions plutôt verser dans le débat qui se tient de ci, de là sur la situation au Congo. Nous devons apporter ces arguments car le destin négatif que nous avons aujourd'hui au Congo part des années 60 où le Congo accède à l'indépendance, je dirais mieux, au moment où la proclamation de l'indépendance du Congo survient, eh bien le Congo se trouve dans un environnement dominé par la guerre froide. Une guerre froide qui, en de très nombreux aspects, ressemble à la guerre que mènent les Américains depuis peu contre le terrorisme. Et dans la foulée, justement, et à cause de cette guerre froide, nous assistons à des actions américaines, à l'implication de toutes les forces qui gravitent autour des États-Unis, notamment au niveau de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN, des actions qui aboutissent notamment à la mise en place du pouvoir moboutiste et, au bout de parcours, au meurtre du Premier ministre Patrice Lumumba, issu de la majorité sortie des seules et uniques élections véritablement libres, véritablement démocratiques, véritablement transparentes et inclusives, jamais organisées au Congo, dans notre pays. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'environnement de la guerre froide, c'est un environnement dominé par les menaces terroristes qui pèsent sur les États-Unis d'Amérique et qui pèsent sur les alliés des États-Unis. Et j'ai dit, dans cet environnement-là, j'ai dit, nous pourrions, patriotes, combattants de la liberté de la République démocratique du Congo, nous pouvions avoir l'intelligence de pouvoir apporter dans tous les forums où se tiennent les débats sur la problématique du génocide congolais, comme le disent les rabbins juifs parlant de l'Holocauste, parce que les juifs, eux aussi, craignent de ci, de là, que l'arme atomique ne puisse tomber sur eux et puisse faire en Israël des dégâts que l'on connaît que seule l'arme atomique peut faire. Une arme atomique, comme on appelle le dirty bomb en anglais, l'arme atomique artisanale, qui peut tomber aux États-Unis et avoir des effets nettement plus graves que l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. Mais au moment où nous avons en face de nous nos ennemis qui essayent d'étouffer toutes ces informations-là, qui essayent d'étouffer, de taire cela, pour que l'opinion publique ne le sache pas et qu'on ne puisse pas essayer de bloquer
tout ce courant, toutes ces forces centrifuges et centripètes présents au Congo, où nous trouvons aujourd'hui une alliance unique, une alliance qu'on n'a jamais vue quelque part, les réseaux terroristes internationaux, Al-Qaïda, Hezbollah et d'autres qui vivent là avec les Rwandais, protégés par les Rwandais, qui financent les Rwandais, les extrémistes génocidaires tutsi-rwandais, qui financent les Ougandais qui sont très alliés aux Américains. Et je vous dis, il se passe au Congo quelque chose que nous, Congolais, devons dénoncer. C'est comme ça que, je dis, nous avons plus de raisons de pouvoir aujourd'hui lever des options qui doivent nous amener à nous lancer dans la mise en œuvre des actions de résistance, des actions de lutte, visant à mettre fin non seulement à l'Holocauste congolais, comme le témoigne le Congrès mondial juif, soutenant la pétition des 52 rabbins juifs de Londres, mais aussi nous inscrire dans la logique de la lutte consacrée par la communauté internationale, toute mouvance confondue, que ce soit en Chine, que ce soit en Union soviétique, que ce soit aux États-Unis, partout, le focus, on est focalisé sur l'extrême nécessité, l'urgente nécessité d'écraser le terrorisme criminel qui tente de s'aimer la désolation, qui tente de s'aimer la mort, la terreur, l'extermination massive des populations d'ici et de là. Et je dis, face à cette situation-là, c'est le moment où nous, combattants de la liberté de la République démocratique du Congo, du peuple congolais, devrions prendre le temps, devrions nous offrir des opportunités, comme notamment celle-ci, d'apporter des contributions pour que nous puissions définir des stratégies qui soient les plus aptes, les plus adéquats pour pouvoir, à très court terme, mettre fin à cet enfer qu'est devenu notre pays, la République démocratique du Congo, que nous disons être transformé en un camp de concentration, en un camp d'extermination massive des populations, en un camp de déshumanisation d'hommes, femmes et enfants créés par Dieu, à l'image de Dieu, comme nous le font savoir les Écritures saintes dans Genèse. Nous devons arrêter des stratégies qui soient à la hauteur du mal que nous avons en face de nous. Et quand aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des manipulations politiciennes du genre de ceux mis en œuvre au départ de Kinshasa par le pouvoir extrémiste, terroriste, kleptocrate, génocidaire tutsi-rwandais conduit par le commandant Hippolyte Karambé alias Joseph Kabila, et d'autre part son correspondant qui aujourd'hui opère à Goma, c'est-à-dire le prétendu mouvement du 23 janvier, qui sont en fait des oiseaux du même plumage, bonnet blanc et blanc bonnet. Le pouvoir en place à Kinshasa n'est pas différent de celui en place à Goma avec le M23. La différence entre eux vient du fait que, au niveau de Kinshasa, le FDLR, les Interahamwe, sont partie prenante du pouvoir de Kinshasa. Et c'est du reste à cause du FDLR que des leaders politiques comme Rwakanya Sigize, je pense que vous le connaissez, Rwakanya Sigize, que des leaders politiques comme Rwakanya Sigize peuvent émerger et se retrouver comme président de l'Assemblée nationale, donc un Rwandais, Rwakanya Sigize, émerge au Congo, devient président de l'Assemblée, et aujourd'hui, avec l'argent qu'il a volé, qu'il a pillé au Trésor national congolais, eh bien, M. Rwakanya Sigize est en train
de verser encore dans des magouilles invraisemblables, espérant que les réseaux criminels et terroristes, donc l'union sacrée des réseaux criminels et terroristes génocidaires opérant dans notre pays, vont devoir lui faire grâce et le placer au plus haut niveau de l'appareil de l'État congolais. Et aujourd'hui, les leaders politiques congolais, les membres de l'élite intellectuelle congolaise, les éléments de l'élite religieuse congolaise, de l'élite militaire congolaise, qui ont été réduits dans un état de misère matérielle, misère financière, sans pareil. Vraiment réduits dans un état de misère totale, eh bien, ces gens, qu'est-ce qu'ils trouveront de mieux que de ramasser des petites liasses de dollars que leur donne ce monsieur Rwakania Sikize? Parce que son vrai nom, c'est Rwakania Sikize, alias Vital Kamerhe. Rwakania Sikize, Vital Kamerhe, qui aujourd'hui est un élément extrêmement dangereux dans l'échiquier politique congolais. Un trouble fait comme on n'en trouve pas deux. J'ai dit, au moment où nous parlons aujourd'hui, la personne la plus dangereuse sur l'échiquier politique congolais, qui subit l'influence de ces implications multinationales, dominées spécialement par des incursions rwandaises, des incursions ougandaises et dans une certaine mesure zimbabwéennes et angolaises. J'ai dit, M. Rwakania Sikize. À l'époque, nous avions connu Rwamakuba. Mais Rwamakuba ne voulait jamais qu'on entende parler de ce nom Rwamakuba. Il se faisait appeler Deogracias Bugera. Deogracias Bugera. Mais l'autre nom, son nom de départ, Rwamakuba, ne sortait pas. C'est comme le cas de Vital Kamerhe. Vous n'entendrez pas Kamerhe aujourd'hui parler de Rwakania Sikize. Donc nous disons, au moment où nous avons affaire à toutes ces tendances, tout ce courant qui est en train de venir, pour essayer de bloquer les avancées réalisées aujourd'hui au niveau de 52 années de la résistance d'un peuple contre la domination néo-esclavagiste qui dure depuis 52 ans. Parce que Lumumba n'est pas mort il y a 3 ans, Lumumba n'est pas mort il y a 10 ans, il n'est pas mort il y a 15 ans. Quand nous remontons à la mort de Patrice Emery Lumumba, nous voyons d'où part le destin que nous vivons aujourd'hui, ce destin post-colonial, je vais dire, de la vie post-coloniale du Congo. Et ceci nous amène, j'ai dit, aujourd'hui, c'est une première émission que nous faisons. Nous voulons situer un peu le cadre général de la lutte dans laquelle nous allons être engagés. J'ai dit, il est important, il est fondamental que, par rapport à tous les éléments en présence, que nous essayions, dans les réflexions, de savoir quelles options lever. Ça ne sera pas le fait des caresses. Il vous souviendra que en 1993, j'ai quitté le pays et je me suis rendu en Angola, faire jonction avec les gendarmes katangais. C'était après la mise en échec, le début de la mise en échec des acquis de la Conférence nationale souveraine. Me rendant compte qu'il était plus possible d'opérer à l'intérieur du pays que les forces néo-esclavagistes congolais, les typo-typo et autres au service des intérêts étrangers, qui avaient bloqué en fait l'émergence de la souveraineté nationale, de la légitimité du peuple congolais comme seule et unique source du pouvoir au Congo, eh bien, nous nous trouvons à la conférence nationale où avait été proclamée la réhabilitation de cette légitimité populaire, la réhabilitation de cette souveraineté nationale, m'étant rendu compte
il y avait un assaut pour pouvoir mettre en échec cela, j'ai quitté le pays pour l'Angola. Et comme vous allez voir, vous voyez sur les documents publiés, édités par la télévision angolaise, j'ai rejoint le général Jean-Delphin Mouland et ce qu'on a appelé donc les tigres, les gendarmes katangais, pour voir comment nous pouvions déclencher des actions armées visant à bloquer, visant à mettre en échec ce qui était à la base des obstructions qui empêchaient justement le processus de réhabilitation de la souveraineté nationale et de la légitimité du peuple congolais comme seule et unique source du pouvoir dirigeant dans notre pays. Et à l'époque, les différents intervenants en place, les différents interlocuteurs en place en Angola, nous ont amenés à imaginer, à faire savoir que la meilleure façon de faire pour mettre en échec ce pouvoir-là était de provoquer une insurrection populaire dans la ville de Kinshasa. Et il apparaissait à ce moment-là que sans une insurrection populaire dans la ville de Kinshasa, il serait difficile d'espérer imprimer une mutation, un changement radical dans le système de gouvernement kleptocrate, terroriste, criminel qui prévalait à ce moment-là dans notre pays, qui prévaut encore aujourd'hui. Certes, avec des excès qu'on n'avait pas connus à l'époque, mais ce processus de pourrissement, d'extrême pourrissement, est sans cesse en route. Donc je dis, avec les gendarmes katangais, comme vous voyez dans les images, nous avons pensé que, et par rapport à nos interlocuteurs, les anciens de la SWAPO, qui étaient encore en Angola, à Luanda, ils avaient leur camp, les anciens de l'ANC qui étaient encore là, qui attendaient de partir, et nos différents contacts dans l'appareil de l'État angolais. Je ne peux pas citer de noms parce que certains parmi eux se trouvent au plus haut niveau de l'appareil de l'État angolais, mais j'ai dit, il est sorti de là qu'il fallait notamment paralyser l'approvisionnement de la ville de Kinshasa en carburant. Et c'est l'actuel ambassadeur de l'extrémisme génocidaire tutsi-rwandais, son actuel ambassadeur à Londres, et celui-là, justement, qui à l'époque était journaliste en Afrique du Sud et qui m'a accordé l'interview, au cours de laquelle interview, j'ai fait savoir que nous, avec les gendarmes katangais, pour pouvoir réhabiliter la souveraineté nationale, la légitimité du peuple congolais comme seule et unique source du pouvoir, telle que proclamée par les États généraux que fut la conférence nationale souveraine, nous allions créer les conditions pour une insurrection populaire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Syrie. Et toutes les télévisions du monde, américaines, européennes, partout, on est en train d'encourager les Syriens pour pouvoir bloquer le pouvoir Assad qui, considère-t-on, va à l'encontre de la souveraineté nationale syrienne, à l'encontre de la légitimité du peuple syrien comme seule et unique source du pouvoir dirigeant en Syrie. Nous le voyons faire en force en Syrie. Nous l'avons vu en Égypte avec Moubarak. Le président Moubarak, qui était celui qui avait le plus grand soutien comme chef d'État, le plus grand soutien américain, mais nous avons vu que quand ont été créées les conditions les plus adéquates, les meilleures, les plus propices pour faciliter l'insurrection du peuple, même les Américains n'ont pu rien faire pour sauver Moubarak. Ils ont été obligés de suivre. C'est pour ça que dans l'interview que j'ai eue avec M. Kikaya Bin Karoubi, il s'appelle comme ça, l'actuel ambassadeur de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'extrémiste génocidaire tutsi-rwandais, qui a été fait chef de l'État, chef de l'appareil de l'État en place au Congo, et bien Kikaya Bin Karoubi peut vous le dire. J'ai dit dans la radio, dans sa radio, dans la radio sud-africaine de l'État sud-africain, que nous allions paralyser les approvisionnements en carburant. Et j'ai des parents du côté maternel qui à l'époque étaient au sein de l'armée. Eh bien, ils m'ont raconté plus tard
combien ils étaient mis à contribution en état d'alerte parce qu'on se disait à tout moment, Jacques Matanda et les gendarmes katangais vont venir faire sauter les trucs ici. Nous aurions pu le faire, n'eût été un certain nombre de conditions qui ont fait que ceux qui devaient nous aider à le faire, finalement, ont estimé qu'ils ne pouvaient plus le faire. C'est un autre débat. Mais je dis aujourd'hui, il m'arrive de discuter avec les gens pour dire qu'il faudrait que nous évoluions vers une insurrection populaire dans la ville de Kinshasa, pas à Goma, pas à Mbandaka, pas ailleurs, pas à Lubumbashi, non, à Kinshasa où se trouve le siège du pouvoir. Comme nous l'avons vu en Égypte, cela se fait au Caire, nous l'avons vu en Tunisie, cela se fait à Tunis, nous l'avons vu en Libye. Après qu'on ait fait tout ce qu'on a fait, tant que Tripoli, la capitale, n'était pas encore tombée, eh bien, il a fallu que Tripoli tombe. Tout comme nous voyons aujourd'hui ce qui se fait en Syrie. On a fait tout ce qu'on a fait ailleurs, mais tant que Damas, la capitale syrienne, n'est pas tombée, eh bien, il n'y a rien qui se fait. Donc nous disons, il faudrait que nous, Congolais, essayions de voir comment les autres ont opéré. J'ai ici un article de Colette Blackman. Nous avons adjoint de cet article dans le montage de ce document. Comment les Sud-Africains ont réussi à renverser le pouvoir de l'apartheid. L'article est là, vous pouvez voir, on va le... L'ANC, et d'ailleurs pas seulement l'ANC, toutes les forces combattantes en Afrique du Sud ont levé l'option de lancer des actions de sabotage économique. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde qui était impliqué dans le soutien au pouvoir de l'apartheid le faisait parce qu'ils étaient très attachés aux richesses sud-africaines. Ils aimaient l'Afrique du Sud à cause de ses richesses, mais ils n'aimaient pas le peuple sud-africain. Ils se sont dit, si c'est comme ça, nous allons devoir couper tout ce qui a comme approvisionnement en richesse et rien ne va se faire. L'approvisionnement en carburant était une des cibles. L'approvisionnement en électricité était une des cibles. De sorte qu'il y a eu début de paralysie du fonctionnement de l'appareil de production économique sud-africain, et ceux qui de ci et de là jouaient le rôle principal dans le soutien du pouvoir de l'apartheid n'ont pas eu mieux à faire que de consentir à ce que Nelson Mandela, qui était en prison, qui ici aux États-Unis était considéré comme un terroriste, sur la liste des terroristes, a dû être sorti de prison pour devenir chef de l'État en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la fin de l'apartheid et le règne d'un pouvoir de démocratie qui malheureusement a des velléités de récupération par certains. Mais en tout état de cause, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait, à un moment donné, que nous, patriotes congolais, puissions lever des options au niveau stratégique. Qu'est-ce qu'il nous faut nous faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour réellement aller vers un changement? Et en ce qui nous concerne, au niveau du mouvement du 4 janvier, nous pensons qu'il faut en revenir à des stratégies du genre de celles mises en œuvre par l'ANC en Afrique du Sud pour mettre fin à l'apartheid. C'est-à-dire, nous avons dit, bloquer l'approvisionnement de la ville de Kinshasa en carburant, eh bien les gens se sentiront obligés, de sortir pour répondre au mot d'ordre de l'insurrection qui va contribuer à mettre fin au règne de ce pouvoir. Ce pouvoir qui, d'après le témoignage fait par le Congrès mondial juif, fait dans le cadre de la pétition faite par les 52 rabbins, ce pouvoir qui fait vivre aux Congolais ce que le peuple juif a vécu sous l'occupation hitlérienne, c'est-à-dire l'Holocauste. Ce pouvoir qui aujourd'hui fait que les réseaux terroristes criminels juifs, plutôt les réseaux terroristes criminels
internationaux qui ont opéré aux États-Unis, notamment le 11 septembre 2001, que ces réseaux que nous puissions les maîtriser au Congo. Donc nous avons à plus d'un titre des motivations pour de légitimité nationale congolaise, pour des légitimités internationales, pour pouvoir asseoir l'action que nous disons devoir être mise en exergue pour évoluer vers cela. Mais d'aucuns pourraient penser qu'en évoluant vers des actions comme celle-là, on irait vers un vide juridique qui créerait problème. J'ai dit non. Nous parlons de ce que, en son temps, s'est tenu dans notre pays ce forum national que nous avons appelé la Conférence nationale souveraine, qui était conduit par l'actuel cardinal Laurent Mosengo Passigna. Et cette Conférence nationale souveraine, dont la durée était de plus de 17 mois, a mis en place toutes les structures possibles et imaginables pour concourir à la renaissance d'un État, pour concourir à l'accompagnement d'un processus de réconciliation nationale intercongolaise, si tant est que, avec les événements survenus en 1960-61, avec le meurtre de Patrice Emery Lumumba et tout ce qui s'est suivi plus tard, nous avons vu comment ces diverses rébellions véritablement congolo-congolaises, je ne parle pas de la multinationale AFDL et ces rébellions artificielles, non. Je parle des rébellions qui ont prévalu dans notre pays dans les années 64 et tout ce qu'il y a eu comme carnage au départ de là, et même déjà avant, au lendemain de la récupération, de la remise en question de l'indépendance nationale congolaise par la Belgique, avec la première agression et occupation du territoire national congolais qui remonte du 3 juillet 1960 par les commandos belges, qui après ça ont évolué vers les sécessions du Katanga, ces sécessions du Bakwanga, et tout ce qu'il y a eu comme perturbation à l'intérieur du pays. Mais il y a eu un carnage, on s'est entretué, il y a eu des animosités, il y a eu des inimitiés de rancune, des haines entre nous, population congolaise, hommes, femmes et enfants congolais. Et c'est dans cette perspective que la Conférence nationale souveraine, dans sa relecture de l'histoire de notre pays, avait pensé qu'il fallait évoluer vers la réconciliation nationale congolaise comme gage d'une paix véritable et durable pour l'avenir, qui constitue là le préalable de laquelle paix véritable et durable constitue vraiment le préalable à l'instauration d'un état de droit et de démocratie, et ses corollaires, notamment le développement économique, le bien-être social de chacun et le plein épanouissement pour tous dans notre pays. Et j'ai dit, pour arriver à cela, il nous faut savoir avoir tout au moins un programme d'action bien établi. Et je pense que ce programme d'action a été établi par la Conférence nationale souveraine. La Conférence nationale souveraine n'est pas le fait d'un individu, non. C'est un cadre de vie, un système de gouvernement, un système de gestion des affaires de l'État, des affaires de la nation, qui a été conçu par le peuple congolais en conférence, librement. Certes, il y avait des influences, comme il y en aura toujours, mais ces influences ont été maîtrisées et on a abouti à cet ouvrage. Et j'ai dit, le jour où nous parvenons à provoquer une insurrection populaire dans notre pays, cela doit aboutir à des assises autour du cardinal Laurent Mosengo Passigna, qui viendrait alors, qui d'ailleurs avait été consacré par l'Assemblée générale, la plénière de la Conférence nationale, pour assurer le suivi de cet ouvrage-là. Et j'ai dit, c'est autour de lui que nous pourrons alors, que des délégués pourraient s'asseoir, pour pouvoir repenser concrètement l'agenda de la mise en œuvre de ce qui est à faire, étant entendu que dans cet agenda, une des questions fondamentales voulues par la Conférence nationale, c'était la tenue des États généraux.
D'aucuns parlent de la réhabilitation de l'armée nationale. Il faut reconstruire l'armée. La reconstruction de l'armée nationale congolaise ne peut pas être le fait d'un diktat ou d'une ordonnance. Il faut que les populations militaires congolaises, toutes tendances confondues, se retrouvent, certes, sous la direction d'une vision politique qui accompagnera, mais à ce moment-là, les populations militaires congolaises débattront dans cette perspection, dans cette direction, dans cette perspective politique définie du reste déjà par la conférence nationale, avec des règles d'éthique. C'est la première fois, on l'a pas vu à San City, des règles d'éthique devant régenter la vie des corps de l'État, la vie de la nation, que nos populations militaires et leurs élites militaires, avec des gouvernances politiques, puissent alors concevoir comment la réhabilitation de l'armée nationale se fera. Et quand nous parlons des états généraux des forces armées congolaises, toutes tendances confondues, on n'exclut personne, sauf ceux qui ne veulent pas y aller, n'y vont pas, mais ces états généraux que l'on peut commencer à organiser au départ des provinces, où les travaux préparatoires se font, où ce qui est à faire, et qu'ils se retrouvent alors quelque part avec les mémorandums venus des uns et des autres composantes, pour alors débattre et arrêter les lignes. Nous parlons des états généraux de forces armées, on parlera des états généraux de la fonction publique, tous les fonctionnaires. On parle de la destruction de l'administration nationale, de la fonction publique. Il faudrait que les fonctionnaires se retrouvent, certes, avec des orientations politiques et éthiques répondant aux vœux, aux aspirations, aux plus profondes attentes de nos populations, telles qu'exprimées par la Conférence nationale souveraine, qui est le seul forum, qui est le seul corps, la Conférence nationale souveraine, comme corps, à avoir balisé un futur. Aucun parti politique congolais aujourd'hui ne peut prétendre avoir fait un travail aussi énorme, aussi d'une excellence semblable à celui fait par le peuple congolais réuni en Conférence nationale souveraine sous la direction de notre actuel cardinal Laurent Mosengo Passigna. Donc nous disons, on va bloquer, on va paralyser le fonctionnement de l'appareil de l'État en place aujourd'hui, provoquer une insurrection populaire comme on le voit partout, et dans le processus, obtenir que cette insurrection populaire soit encadrée par la MONUSCO. Si la MONUSCO ne veut pas encadrer, elle fera ce qu'elle veut. Mais nous nous appelons d'emblée à un encadrement de la MONUSCO pour accompagner cette insurrection populaire qui doit partir de la ville de Kinshasa. Et si le problème est réglé, on n'aura pas besoin que cela s'étende d'ailleurs. Monseigneur Mosengo, plutôt le cardinal Mosengo, soutenu par l'ensemble des églises congolaises, qui aujourd'hui constituent encore la seule institution, les églises congolaises, constituent le seul corps capable aujourd'hui en fait de mobiliser, de mettre ensemble les gens. J'ai dit, soutenu comme il le fut lors de la tenue des travaux de la Conférence nationale, autour du cardinal Mosengo, essayer de mettre en place alors cet agenda qui nous permettra, au travers d'une transition, d'évoluer alors vers la tenue des élections véritablement libres, démocratiques et transparentes. Parce que nous estimons, comme le président Tshisekedi a décidé, quant à lui, de lever une option éminemment politique en annulant les élections qui ont été faites au niveau du législatif, au niveau de l'Assemblée législative congolaise, eh bien nous pensons que l'esprit, l'idée qui a prévalu au niveau du président Tshisekedi pour annuler ces élections-là, vaut aussi pour le poste de président, parce que là aussi il y a eu magouille. Et donc on annule carrément toutes les élections, et nous pensons que l'élu, lui, le président Tshisekedi, qui est un élu de la Conférence nationale souveraine, à ce niveau-là, au niveau de son leadership, des réponses seront trouvées au niveau justement de ces assises qui viendront après cette insurrection
populaire qui est à faire conformément à l'esprit de résolution prise par le peuple congolais réuni en conférence nationale souveraine pour pouvoir baliser le futur. C'est pour ça que j'ai dit, en ce qui me concerne, j'émets de très sérieuses réserves par rapport à la logique que l'on dit impérium, on dit vérité des urnes. Nous avons connu la vérité des urnes à la conférence nationale souveraine. Ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de mener des actions dispersées, il s'agit de nous retrouver, de centrer nos démarches et d'avoir des objectifs clairs et nets pour sauver la nation. Pour sauver la nation comme un ensemble, comme un patrimoine commun à nous tous. Donc voilà un peu ce que nous avions voulu partager aujourd'hui. Nous prendrons désormais l'habitude de revenir assez souvent pour aborder ces questions. Mais je voulais dire ici quelque chose. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés dues principalement à une opération d'escroquerie dont j'ai été victime de la part d'un groupe positionné au Canada, au sein duquel groupe se trouve un pasteur congolais et son épouse qui ont pris de la marchandise, qui nous permet de fonctionner un peu et qui aujourd'hui ne nous ont pas retourné ce qu'ils devaient nous retourner et ça nous crée des problèmes très très importants au niveau de la gestion quotidienne des actions que nous menons. Et nous nous apprêtons à adresser une lettre ouverte aux pasteurs congolais du Canada pour qu'ils puissent faire pression sur leurs collègues pasteurs au Canada. Nous ne citons pas son nom aujourd'hui, mais dans notre prochaine intervention, nous rendrons publique la lettre ouverte que nous adressons aux pasteurs congolais du Canada pour qu'ils puissent en tout cas nous aider à prendre contact avec leurs collègues pasteurs qui se trouvent à Montréal, qui nous doivent énormément d'argent, qui nous mettent dans des difficultés que vous ne pouvez pas imaginer. Que ce pasteur et son frère puissent nous payer ce qu'ils nous doivent. Ils ont pris nos marchandises, ils nous doivent de l'argent et nous fonctionnons, nous vivons avec cela. Et sans cela, nous ne pouvons rien faire. Donc nous disons que nous allons bientôt, à la prochaine émission qui va venir dans une dizaine de jours, nous allons rendre public cette lettre ouverte. Et aujourd'hui, nous aimerons mettre en garde ce pasteur et son frère et sa femme. Nous ne savons pas si c'est des collabos, ils travaillent pour le pouvoir en place à Kinshasa, et que c'est cela qui les a amenés à nous tendre le piège qu'ils nous ont tendu. Mais croyez-moi, ils paieront et ils paieront. J'ai dit, je vous remercie. Awa tozali kobima tozobima na kombo na Yesu na nzembo ya mosungi na bato oyo tatoli ete atakomi na suka ya bomoi na yo ezali suka te oyo asimbi yo aza makasi kombo na ye Yesu. Ozali likonzi ya bomo ya basantu ekimelo nanga ozali nzela